Les cheveux électriques aujourd'hui. Ah la galère. Du coup ça gratte partout. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour faire le bilan du 7e mois de grossesse. Nous venons de terminer le 7e mois et nous commençons déjà le 8e. Donc je me saisis de mon carnet dans lequel je note absolument tout depuis le début. Alors ce mois-ci, on va pas avoir grand chose à se dire en termes de symptômes ou de choses comme ci ou de choses comme ça, parce qu'il n'y a plus une accumulation, vous voyez, comme il pouvait y avoir un petit peu dans les premiers mois. Je pense que si vous regardez les premiers bilans de grossesse, il y a pas mal de répétitions en fait sur plein de petites sensations. Là maintenant on n'est plus trop dans les sensations et encore je pourrais en trouver hein, si vraiment je cherchais la petite bête, mais le but c'est vraiment de parler des cas et des symptômes concrets. Et là pour le coup ce mois-ci il y a vraiment eu une chose qui m'est arrivée, enfin plutôt deux même, et je veux bien sûr parler de la découverte de mon diabète gestationnel. Voilà, donc c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis un peu enfin j'ai été pas mal secouée parce que comme je l'ai assez souvent dit, j'ai toujours eu une grossesse super enfin des grossesses super lisses, super régulières, super droites, sans aucun symptôme, sans aucun problème quelconque. Et là, pour le 3e, et avec l'âge que j'ai peut-être aussi un peu, je sais pas, eh bien j'ai développé un diabète gestationnel. Donc je sais pas finalement si je ferai la vidéo dédiée dessus ou pas, parce que qui dit vidéo dédiée dit pas mal de conseils que tu ne demandes pas et que tu vas recevoir. Et d'un autre côté, les gens ont le droit de s'exprimer, évidemment, ils ont le droit. Parce que de toute façon, même si ça te renseigne pas à toi, ça peut renseigner d'autres personnes. Voilà, enfin je sais pas. Moi c'est vrai que j'ai un peu de mal en fait, vous savez, dès qu'il s'agit de quelque chose d'un peu, d'un cas médical ou d'un truc un peu comme ça, je n'aime pas avoir des tierces personnes qui me donnent trop de conseils, si je ne les ai pas sollicités surtout. Parce que après tu te retrouves avec une expérience différente par chaque personne, et parfois même on insiste. Il y a des gens qui ne pensent pas se tromper dans ce qu'ils disent et qui vont venir insister en essayant de te faire des choses que tu ne devrais pas du tout faire en fait. Et c'est dangereux. Sincèrement c'est dangereux. Si je suis une petite paire de conseils qu'on m'a déjà donné, je vous garantis que c'est super dangereux. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu prudente. Je suis un peu prudente avec ce que peuvent me dire les autres. Voilà. Même des fois, il peut y avoir des gens qui ont le diabète, mais qui connaissent bien leur diabète, mais pas forcément le tien. Parce qu'encore une fois, il n'existe pas qu'une sorte de diabète, il en existe 3. Il y a le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète gestationnel, qui est le mien. Donc on va surtout parler de celui-là, on va surtout parler aussi de ce que ma gynécologue m'a donné comme indication, les marches à suivre. Comme ça au moins vous allez savoir comment est-ce que je suis conditionnée et quels sont mes devoirs hein, finalement. Mais je m'abstiendrai formellement de donner quelconque conseil à l'un ou l'une d'entre vous. Le seul conseil en fait que je vais pouvoir vous donner, c'est aller voir un endocrino ou un diabétologue. Et ça s'arrête là. Donc on va faire un petit récapitulatif concernant ce diabète gestationnel qui a quand même été dépisté assez tard. Donc courant du 7e mois de grossesse, la gynécologue a trouvé que c'était un diabète gestationnel dépisté tardivement. Donc je vais vous donner un petit peu l'historique qui s'est passé autour de ça. Il me semble que c'était, nous allons vérifier, oui voilà, c'était durant le 5e mois de grossesse. Je vous avais dit que j'avais fait une gastrite parce que j'avais mangé un jour un gâteau au chocolat de chez Marie Blachère, très très chocolaté mais surtout très très sucré, et qu'à peu près 5 minutes après l'absorption de ce gâteau-là, je m'étais sentie affreusement mal. J'étais allée en pharmacie parce que j'avais un soupçon. Je m'étais dit mais pourquoi j'ai réagi aussi fort au sucre que ça? Pourquoi? Donc j'étais allée à la pharmacie, je leur avais demandé de me piquer pour voir le taux de glycémie, si il était explosif ou quoi que ce soit. Je savais à quelle heure j'avais mangé le gâteau, donc il était tout à fait possible de le faire en vérité. Mais on m'avait pas trop pris au sérieux. On m'avait dit oui, on peut vous piquer pour voir votre glycémie, mais à quoi bon, ça sert à rien. Donc elle pensait que je ne savais pas ce qu'était un test de glucose. On m'a demandé si j'avais fait le test de glucose. Je lui ai dit qu'il était prévu.
mais que je ne l'avais pas encore fait, c'était qu'une question de temps. Et du coup, elle m'a dit qu'il fallait que j'aille en maison médicale ou aux urgences si jamais j'avais un doute, mais que voilà, ça servait à rien de me piquer en pharmacie. Donc j'étais allée en maison médicale du coup pour essayer de me faire dépister un peu et de voir qu'est-ce qui se passait. Parce que je l'avais dit sur Instagram, à ce moment-là, j'ai vraiment eu un immense soupçon de diabète sans même savoir ce qu'était le diabète. J'avais même contacté, je sais pas si je l'avais fait vocalement ou à l'écrit, mais j'avais même contacté une personne qui a le diabète pour lui demander quels étaient ses symptômes quand elle a découvert qu'elle avait du diabète il y a 1 an et demi. Histoire qu'elle m'aiguille un peu parce que j'avais vraiment ce soupçon. C'est incroyable comment le corps il est capable parfois de te dire des choses que tu n'as jamais connues, que tu ne sais pas mais que tu ressens juste. Et dans la maison médicale, passe mon tour, on me fait faire un test urinaire et on voulait me piquer également pour voir un peu où en était la glycémie et me faire un peu plus d'examens. Et au moment de passer aux choses un peu plus sérieuses, on se rend compte d'une chose, c'est que l'inventaire n'a pas été bien fait. Du coup, il manquait des bandelettes, je crois, ou un dispositif en tout cas pour pouvoir mesurer cette glycémie, voir s'il y avait un problème ou non. Donc le médecin de garde m'explique que malheureusement, voilà, on va pas pouvoir faire ce test, mais il me rassure pas mal en me disant non, vous avez pas l'air de faire du diabète. Alors le vous avez pas l'air de faire du diabète était fabuleux parce que je vois pas comment est-ce qu'on peut montrer et porter sur soi le fait qu'on fasse du diabète ou pas. Enfin, je veux dire, c'est pas censé être visible ces choses-là, je sais pas. Puis il me dit de toute façon vous avez uriné, on a fait le test urinaire, il y aurait eu des indices dans vos urines si jamais il y avait un petit problème de diabète. Là, à mon avis, tout est bon pour vous, ne vous inquiétez pas. Alors moi, à partir du moment où on me dit ça, je me dis que c'est super et que j'ai pas de diabète en fait gestationnel et que ouf, je suis sauvée. Et que bon bah vu que c'était la même période à laquelle j'étais censée aussi faire le test de glucose, je ne savais pas que le test de glucose finalement était le seul moyen vraiment très fiable de savoir si on faisait du diabète gestationnel ou non. Donc je considérais en fait que voilà, j'avais pas de diabète et je le disais à tout le monde, non, j'ai pas de diabète gestationnel. J'ai fait simplement une gastrite. C'est un peu ce qui est ressorti après comme hypothèse. Vous avez fait une gastrite. Mais toutefois, le médecin de garde me demande et me dit mais qu'est-ce qui vous fait penser finalement que vous avez peut-être du diabète gestationnel. J'ai dit mais, franchement c'est inexplicable, c'est inexplicable. Je sens que ça me fait mal à la tête quand je mange du sucre. Je suis étourdie, je suis un peu vaseuse, j'ai la bouche et la langue sèche, tout le temps sèche. J'ai constamment besoin de boire. Et tout ça en fait me faisait penser qu'il y avait un problème quelque part et je l'ai tout de suite associé à du diabète comme je n'arrête pas de vous le dire sans savoir quels étaient les symptômes finalement du diabète. Et malgré ma description de tous les symptômes, on a continué à me dire que non, vous inquiétez pas pour rien, en gros tout va bien. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai continué un peu ma vie de manière tout à fait ordinaire, c'est-à-dire en mangeant à l'impulsion, ce qui me faisait envie, ce qui me faisait plaisir. Et l'autre chose que j'aimerais préciser, c'est qu'en tout début de grossesse, ça je crois peut-être pas l'avoir noté avec précision, mais si, je l'ai noté avec précision, 3e mois, tout en haut, envie de glucides, gros pic de faim. Envie de glucides, oui. Donc en fait, dès le 3e mois, ça s'est manifesté, cette envie de bouffer sucré. Donc je m'en étais rendu compte étant donné que j'étais en alimentation low carb, je faisais hyper attention aux glucides avant de manger. J'étais en alimentation plutôt Weston Price. Et là, dès que je suis tombée enceinte, j'ai eu des envies de sucre et surtout de féculents, quoi. Beaucoup de féculents. Je sais pas si tout ça aurait pu être un indice dès le départ, dès le 3e mois, mais le corps, vous voyez, je l'avais repéré parce que je l'ai noté. Encore une fois, le corps est super fort. Et comme j'étais en train de vous le dire, du coup, j'ai continué un peu sur ma voie alimentaire où je me faisais complètement plaisir. J'hésitais pas à grignoter le soir devant la télé. J'hésitais pas le matin à manger du pain avec du beurre, avec même de la confiture parfois. J'étais vraiment très gourmande. Et ma gynécologue, en fin d'année 2022, oui, en fin d'année 2022, m'avait donné des examens à faire. Je devais faire une prise de sang et je devais faire un test urinaire.
plus le test de glucose, mais que j'avais prévu de faire après les vacances de Noël, parce que j'étais en famille, j'étais pas dans ma ville, je voulais pas attendre pendant 2 heures en laboratoire là-bas, je voulais profiter, j'avais des choses à faire aussi. Donc j'y étais allée simplement pour faire prise de sang et pour faire le test urinaire. En allant là-bas, la dame, la secrétaire finalement médicale, me dit « Ah, je vois que vous avez aussi un test de glucose à faire, est-ce qu'on se lance dedans ?» Vu que j'étais venue très tôt le matin, elle m'avait demandé s'il fallait qu'on fasse le test de glucose. Je lui ai dit « Non, ça je me le garde pour plus tard. » Et elle m'a dit « Bon, bah, si vous voulez, en attendant, je peux quand même vous inclure la glycémie, pardon, dans vos urines à jeun le matin. Ça peut toujours être bon à faire, est-ce que je vous le fais faire ?» J'ai dit « Bah oui, tant qu'à faire, oui. » Mais pas plus convaincue que ça. Encore une fois, je savais, je me doutais que j'allais pas avoir de diabète, vu que très peu de temps avant, on m'avait dit que je n'en aurais pas et que je n'en avais pas surtout. Donc elle me fait les tests, je vais voir ma gynécologue avec les résultats de ces tests. Elle regarde mes analyses, feuille en main, et elle me dit tout va bien. Si vous vous remettez dans le bilan du mois dernier, vous allez même entendre tout ce qu'elle m'a dit d'élogieux. Et je pense que ça va vraiment vous choquer de voir en fait le contraste en quelques jours avec ce qu'elle m'a dit du coup maintenant. Donc à ce moment-là, elle regarde, elle consulte mes résultats et elle me dit que tout va très bien. Voilà, qu'elle me laisse repartir finalement dans la nature comme ça. La consultation a même pas duré 20 minutes, je pense. Je sais plus trop, hein. Elle s'est contentée de mesurer mon ventre, de l'écouter avec un genre de radio sur le ventre, quoi. Et de me faire un toucher pour voir la position, la posture du bébé, la longueur du col. Et ça s'est arrêté là. Environ 2 à 3 jours plus tard, elle essaye de m'appeler par tous les moyens. 5 appels au total, je crois, jusqu'à ce qu'elle réussisse à me joindre. Et elle me dit que finalement, les analyses, elle vient de remettre le nez dedans et elles ne sont pas bonnes. Donc il fallait en discuter, il fallait qu'on se revoie très vite, mais elle m'a aussi donné du coup une ordonnance par email pour que j'aille faire l'examen complémentaire dont le fameux test de glucose qui était devenu vraiment indispensable parce qu'elle disait que grâce aux analyses d'urine avec la glycémie qu'avait fait demander la secrétaire médicale, on avait détecté une glycémie à jeun un peu élevée, ce qui pouvait du coup révéler un diabète gestationnel, entre autres. Donc merci à la secrétaire médicale qui n'est pas médecin du tout, qui a réussi à faire mettre le doigt sur quelque chose que je soupçonne quand même depuis le 5e mois de grossesse. C'est fort. Hein. Donc je suis allée faire le test de glycémie qui s'est mal passé. Je l'ai très mal encaissé. Alors je sais que même quand on n'a pas de diabète gestationnel forcément, on le vit pas très bien ce moment-là de ce test. C'est pour ça que tant qu'on me disait tu n'as pas de diabète gestationnel, je ne le faisais pas. Bon là on m'a dit il y avait soupçon, j'ai couru le faire, je peux vous dire, hein, j'ai couru le faire. Et donc ça s'est assez mal passé. Donc vous avez un gros sachet de glucose. Je pensais qu'on allait prendre 1 ou 2 cuillères à soupe à diluer dans un petit gobelet d'eau. Non, en fait vous avez un gobelet style Coca-Cola au McDo qui est rempli à donf d'eau et de glucose, donc le sachet entier, la poudre entière à l'intérieur. Ça fait un peu une texture comme un sirop avant la cuisson, vous voyez. C'est une eau un peu lourde, tellement qu'elle est remplie de sucre. Et on vous demande de boire ça d'un trait et de patienter pendant 2 heures. Donc vous avez une prise de sang qui est prise à jeun avant l'ingestion du glucose. Vous avez ensuite une autre prise de sang qui est faite 1 heure plus tard. Et enfin, la dernière prise de sang qui est faite 2 heures plus tard, histoire de voir un peu comment se débrouille votre pancréas en générant de l'insuline pour voir si il y a une intolérance ou pas au glucose du coup. 5 minutes montre en main après l'ingestion de ce sirop, j'ai commencé à avoir l'impression que le corps lâchait. Ça a commencé de la tête, j'avais des fourmillements dans les mains et tout mon corps était comme aspiré par la pesanteur de l'attraction de la terre, je sais pas. Je me sentais très lourde, très molle, comme anesthésiée finalement. J'ai commencé à avoir des maux de tête terribles. Je suis devenue toute pâle. L'infirmière m'a vue du coup dans la salle commune et m'a dit ça va pas. J'ai pas pu lui mentir. En général, je suis assez digne
Et quand on me demande si ça va pas, même si ça va pas, j'ai tendance à dire ça va, ça va. Là, clairement, j'ai dit non. Et je ressentais vraiment que si je restais en position assise quelques minutes supplémentaires, je sais pas, à un moment donné, j'aurais comme tourné de l'œil. J'avais vraiment une envie de m'évanouir. Donc elle m'a fait passer dans une pièce à côté où j'ai été allongée, on m'a mis un plaid et on m'a laissé là voilà, pendant 1 heure et puis ensuite une seconde heure. Je n'avais même pas mon téléphone en main, j'ai lâché le téléphone et je me tenais la tête entre les mains, les yeux fermés et je me concentrais pour essayer de faire passer cet état de confusion totale. C'était comme sortir d'un manège, je sais pas comment vous expliquer ça, mais la sensation était affreuse. Et l'infirmière, quand elle m'a vue dans cet état-là, elle m'a dit à mon avis, si vous êtes dans cet état, c'est qu'il y a malheureusement sans doute un diabète gestationnel, ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer voir l'endocrinologue, ça va bien se passer. Enfin voilà quoi, elle a essayé d'être rassurante comme elle le pouvait. Mais tant que je n'avais pas vu le docteur, je voulais pas me baser trop sur sur les dires d'une infirmière, parce que encore une fois, c'est même pas qu'elle soit infirmière le problème, c'est que tant que je vois pas un spécialiste et que les chiffres ne sont pas écrits noir sur blanc, pour moi tout était possible en fait. Je pouvais juste faire un petit malaise de pic d'hyperglycémie, mais en vérité sans être diabétique pour autant. Donc j'étais prudente, mais le résultat est tombé. Il fallait avoir une de ces valeurs qui soit en gras pour que le diabète soit confirmé. Tous mes chiffres étaient en gras, tous, absolument tous. Donc voilà, c'était vraiment un mauvais moment à passer quand j'ai vu ça. J'ai eu très peur et du coup le rendez-vous, elle m'a donné un rendez-vous pour qu'on se voie évidemment plus tôt. Mais je suis quand même restée plus d'une semaine, je crois, je sais plus. Je suis quand même restée plus d'une semaine sans information. Les seuls conseils dont j'avais pu bénéficier étaient ceux de l'infirmière qui me disait il va falloir ralentir sur les sucres rapides, mais aussi sur les sucres lents, ce qui voulait dire qu'il fallait que je m'alimente vraiment que de crudités et de protéines. Voilà. Même les produits laitiers, c'était un peu délicat en fonction du produit laitier, parce que lactose, parce que sucre à l'intérieur aussi. Donc voilà, sans information précise, avec que des choses un peu floues comme ça, je me suis affamée jusqu'à mon rendez-vous, je ne savais plus quoi manger, j'avais peur de manger en fait. J'avais juste peur de bouffer. Ensuite, j'ai eu mon rendez-vous et là, elle m'explique que elle a vu mes analyses, tout va mal. C'est-à-dire que en plus d'avoir du diabète gestationnel, je suis aussi anémiée. J'ai une anémie sévère, un taux à 8, c'est le chiffre vraiment seuil de l'anémie sévère à l'anémie modérée. Donc voilà, je suis vraiment sur le chiffre. Et ça, elle ne me l'avait pas non plus dit lors du précédent rendez-vous. Rappelez-vous, elle avait plutôt dit « Oh, pas d'anémie, super, vos taux sont bien, mais c'est quoi votre complément alimentaire et tout ?» Même que j'étais très fière de lui dire que je prenais le foie de bœuf. Petite parenthèse d'ailleurs sur le foie de bœuf, c'est pas qu'il n'est pas suffisamment efficace, c'est juste que moi j'ai été frileuse et je n'ai pris qu'une capsule par jour parce que c'était contraignant et un peu chéros, je trouvais, de prendre 3 capsules par jour, voilà, je vous le dis. Mais la posologie recommandée, c'était 3 capsules. Peut-être que si j'avais pris 3 capsules, j'aurais un peu ralenti le problème. Mais non, j'en ai pris qu'un. Écoutez, tant mieux, peut-être que j'aurais été à 7 si j'avais pas pris mon complément, même une gélule. Bon là, c'est vrai que c'était insuffisant, mais je pense quand même que c'est efficace. Après, ça n'engage que moi. Et là, du coup, elle me fait un petit topo finalement sur ce qui va se passer suite à ce diabète gestationnel. Donc, elle m'explique quels sont les risques pour moi, quels sont les risques pour le bébé. Donc, essentiellement, ce qu'elle a dit pour moi, c'est que ce diabète-là pouvait donc disparaître après la naissance de l'enfant, tout comme il pouvait le déclarer officiellement, on va dire, me laissant diabétique jusqu'à la fin de mes jours. Et la mutation se fait de diabète gestationnel en diabète de type 2 la plupart du temps. Donc c'est ce qu'elle m'a expliqué. Évidemment, c'est pas souvent, c'est pour ça qu'on l'appelle diabète gestationnel, c'est qu'il apparaît que en période de gestation. Donc j'espère très très fort que non, ça ne se prolongera pas, mais c'est une possibilité qu'il faut envisager. Il faut être capable de se dire que ça pourrait nous arriver. Elle a surtout ensuite parlé du bébé. Donc le risque majeur qu'elle m'a expliqué pour le bébé, c'est qu'il naisse soit avec un retard de croissance, soit qu'il soit un bébé macrosome. Donc en fait, c'est les deux extrêmes, c'est soit trop petit, soit trop gros.
On parle d'un bébé macrosome en général quand il pèse plus de 4 kilos et bien souvent les bébés de mères diabétiques en tout cas ont fortement ce risque de dépasser du coup les 4 kilos. Alors comme elle m'expliquait, en général on a toujours tendance à flatter les parents, l'enfant lui-même quand il a un bon poids, on est tout le temps là à dire oh c'est un beau poids, c'est un bon poids, il est bien, il est beau ce bébé. Et on associe ça à de la bonne santé, à un bébé bien nourri. Et elle m'a expliqué du coup que physiquement c'était l'impression qu'il pouvait donner, mais qu'ils avaient une immaturité au niveau des neurones et au niveau aussi des poumons. Donc finalement ils peuvent naître, j'invente, mais on peut les déclencher à 37 semaines. Et en réalité, ils auront 2 semaines de retard sur leur maturité cérébrale et pulmonaire. Donc, en fait, ils sont faussement en bonne santé, ces enfants-là, vous voyez. Elle m'a aussi expliqué qu'un bébé macrosome, finalement, c'est un bébé qui va avoir une taille plutôt normale, une tête plutôt normale aussi, mais que là où ça peut être compliqué pour le passage, c'est en termes de largeur d'épaule et de ventre. Ce sont des bébés qui auraient des gros ventres et de larges épaules. Donc en soi, c'est même pas qu'une question de passage pour la maman dans le bassin et jusqu'à l'expulsion. Ça peut aussi être un risque pour lui qu'en essayant de le faire sortir, les épaules étant plus larges se plient davantage. Et elle m'a parlé du coup d'un accident assez commun qui peut arriver. Donc c'est un genre de déboîtage de l'épaule de l'enfant qui peut conduire du coup à un handicap. Style un peu comme Jamel Debbouze, c'est l'exemple qu'elle m'a cité. Alors Jamel Debbouze, c'est sûr, c'est pas à la naissance qu'il a eu son accident pour son bras, mais en termes de rendu en tout cas et de handicap, c'est exactement ça. Donc c'est pas rigolo, hein, vraiment c'est pas rigolo. Elle m'a aussi dit que c'était la plupart du temps des bébés du coup qui pouvaient avoir du mal à se retourner. Mon bébé est actuellement en siège, jusqu'aux dernières nouvelles en tout cas, donc ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il n'est pas déjà à l'envers comparé à mes 2 autres enfants qui se sont retournés aux alentours du, je sais pas, oui, 7e mois peut-être, 6e, 7e mois, assez tôt quoi. Il peut se retourner, mais il peut avoir du mal aussi parce que tout grossit finalement quand vous avez du diabète. Le placenta est plus gros, l'enfant est plus gros, donc il y a moins de place. Et forcément, comme tout prend plus de place, c'est un peu trompeur physiologiquement parlant, parce que le corps peut penser qu'on est à un stade plus avancé. Si le corps pense qu'on est à un stade plus avancé, il peut y avoir une rupture de la poche des os prématurée qui fait que l'enfant peut naître prématurément. Voilà, c'est un peu la roulette russe. Mais en général, ce qu'on fait, c'est que quand il y a vraiment beaucoup trop d'accumulation de complications, poids du bébé, largeur des épaules, largeur du bassin de la maman, posture et compagnie, la césarienne est proposée. Alors elle ne m'en a pas parlé lors du rendez-vous, mais j'ai senti qu'elle m'amenait sur ce terrain-là. Moi je suis pas anti-césarienne, si on me propose la césarienne, je l'accepterai avec plaisir, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai pas peur de ça du tout, j'ai même moins peur d'une césarienne que de l'accouchement naturel tellement la douleur est choquante en fait. Voilà, pour mon cas en tout cas, la douleur est trop choquante, donc une césarienne je dirais pas non, mais donc je vous parle de césarienne parce que la plupart du temps ces enfants du coup sont déclenchés aux alentours de la 37e semaine, parfois un peu plus tard. Le plus tard sera toujours le mieux de toute manière, hein. Mais en général ces enfants sont déclenchés et donc soit la maman va réussir à le sortir par voie basse, soit il va falloir faire une césa comme je suis en train de vous l'expliquer. Pour ce qui est du coup des quelques conseils que j'ai reçus aussi pour le diabète en lui-même, donc c'est de prendre rendez-vous avec endocrinologue ou diabétologue, ce qui a été le cas. J'ai rendez-vous dans 3 jours, voilà, dans 3 jours je la vois. Et là ça va faire 3 semaines que je suis en roue libre. Donc j'essaye de faire un peu comme je peux pour les repas. Et je dois me piquer du coup avec un glucomètre 6 fois par jour, le matin à jeun, 2 heures avant le repas, 2 heures après le repas, pour voir un peu où j'en suis. Et les valeurs qu'elle m'a indiquées à ne pas dépasser en étant enceinte, je le précise parce que c'est pas les mêmes chiffres que pour les gens qui ne sont pas enceintes. Donc moi on m'a dit ne dépassez pas 0,93 à jeun et ne dépassez pas le chiffre 120 après les repas. Donc à l'heure qu'il est aujourd'hui, c'est un peu contraignant parce que il faut se piquer, comme je l'ai dit, 6 fois par jour. Faut pas louper les heures, faut surtout pas les dépasser, faut faire tout ça à heure fixe.
faut vraiment respecter le protocole. Et je note également tout ce que je mange pour montrer du coup à l'endocrino que je vois très prochainement. En termes d'alimentation, au début forcément on a peur, donc on se prive beaucoup de glucides. Après petit à petit il y a un manque quand même qui se fait sentir, donc le manque nous pousse à tenter d'en consommer, ce que je fais. Et j'évalue mes limites en fait. Par exemple la dernière fois j'ai testé des crêpes au petit épeautre et alors je mondais. J'ai essayé de faire ça parce que c'est la Chandeleur qui approche. Et ça s'est plutôt bien passé à raison de 2 crêpes et une confiture gerblée à 5% de glucides, vous voyez. Donc ça s'est bien passé, ce qui fait que je vois plus ou moins combien je peux en manger. Mais en vérité, c'est que c'est pas très suffisant parce que mon corps me réclame toujours plus. Donc là, je suis en phase où je fais une obsession sur la bouffe parce que même si je me remplis des grosses assiettes de protéines, de salades et que je mets toujours un peu de glucides, clairement mon corps me fait comprendre que tout ce que je lui ai donné en fait, c'est pas ce qu'il me demande. Donc il continue à me dire mais oui t'as faim, mais oui il faut que tu manges ça, alors que ça j'y ai pas droit. Donc voilà, j'ai fait quelques tests, quelques tentatives avec des gâteaux, avec un peu de chocolat aussi pour voir si je pouvais me permettre. Et clairement j'ai pas mal de difficultés à me permettre tous ces produits là. Il y a que les crêpes à vrai dire qui sont bien passées. Une fois j'avais fait de la pizza au petit épeautre aussi et malheureusement j'ai fait exploser mon glucomètre. Donc voilà, c'est vachement de restrictions, on perd du poids. Donc ça c'est un truc qui me mine un peu le moral en étant enceinte, de perdre du poids. Je me suis pas encore pesée mais je le vois dans mes vêtements, je le vois sur moi, sur mon visage, je le vois. Et pour l'anémie, du coup j'ai été sous Tardiféron. Tout le monde quand ils ont vu la boîte de Tardiféron m'ont dit ah tu vas avoir mal au ventre, tu verras, ça va te faire du mal, prends ça, tu devrais, attention. Écoutez oui, j'ai bien vu les messages mais je voulais essayer parce que peut-être que sur moi ça m'aurait pas fait de mal. Donc j'ai essayé et j'ai eu effectivement un épisode de diarrhée avec des maux de ventre. Donc j'en ai déduit que c'était le Tardiféron vu qu'on m'avait prévenu, mais il fallait essayer. Je ne veux pas croire sur parole, moi je veux essayer parce que le médecin m'a donné. Donc je préfère faire confiance au médecin à ce moment-là. Je me suis rendu compte que vous aviez majoritairement raison. Je fais partie de ces gens qui tolèrent pas le Tardiféron. Donc je me suis fait prescrire un autre fer qui est combiné avec de l'acide ascorbique, donc de la vitamine C finalement, parce que le fer s'assimile mieux, se fixe mieux dans l'organisme quand il est combiné avec de la vitamine C. Pour l'instant ça se passe super bien. Voilà, j'ai plus eu de maux de ventre, j'ai plus eu d'épisodes bizarres de diarrhée ou autre. Donc voilà, écoutez, la vie suit son cours. C'était vraiment les 2 choses qui me sont arrivées ce mois-ci. Autrement dit, je souffre de rien de plus. J'ai le clapet de l'estomac qui s'ouvre, mais je n'ai plus de remontée acide. Voilà, ça m'a... J'en avais à peine eu un peu le mois dernier. J'avais même acheté ce qu'il fallait pour contrer ça. Et j'ai même pas eu besoin d'ouvrir mon paquet de solutions finalement, parce que c'est parti tout seul, je n'ai plus du tout de remontée acide. Mais cela dit, j'ai quand même le clapet qui s'ouvre, parce que dès que je parle, là vous vous en rendez pas compte parce que je cut pas mal. Mais quand j'ai une conversation avec quelqu'un, d'un coup je... Vous voyez, c'est d'un coup je sens que ça s'ouvre et que ça fait tout creux là. Et il faut que je me calme, que voilà, je referme un peu tout ça. Et que je parle plus calmement, que je change un peu de posture. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Autrement dit, j'ai un excellent sommeil, je dors très bien, je n'ai eu aucune perturbation de sommeil durant toute cette grossesse. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura appris 2-3 choses sur le diabète gestationnel, tout en sachant que je ne peux pas me substituer à un professionnel de santé. Donc prenez vraiment toutes les indications que je vous donne comme une vague approximation, une vague information. Mais pour le détail, allez vraiment consulter des gens qui ont étudié pendant 10 ans le sujet et qui ont de l'expérience en plus, qui ont vu des tas et des dizaines et des centaines de cas, qui sauront mieux vous dire que moi-même ou que d'autres personnes qui vont se focaliser que sur leur cas personnel ou le cas d'un proche. Le rapport d'expérience n'est pas le même. Encore merci et on se dit à très vite. Bye bye.